La maison funéraire sentait la rose artificielle et la dignité fanée. Alors qu'ils abaissaient le cercueil de mon père dans la terre froide, j'ai ressenti le vide lancinant d'être véritablement seul au monde. Puis je l'ai entendu, une voix qui m'a transpercé comme un vent d'hiver après 20 ans de silence. Cassidy, juste un mot. Mon nom sur ses lèvres après 2 décennies d'absence. Je me suis tourné lentement, ma robe noire se balançant dans la brise du cimetière, et là, elle se tenait. Stephanie Holloway, la femme qui m'avait mise au monde puis avait disparu sans un regard en arrière à l'âge de 7 ans. Elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait un homme chauve en costume bon marché et 3 enfants aux yeux curieux. Sa famille de remplacement, la famille qu'elle avait choisie à ma place. Je suis Cassidy Montgomery et voici mon histoire de fils abandonnés, de fortune héritée et de la réapparition soudaine d'une mère qui ne s'est souvenue avoir un enfant qu'une fois que cet enfant avait quelque chose qu'elle désirait. La crise cardiaque a emporté mon père sans avertissement. Harold Montgomery, entrepreneur prospère, père dévoué, et le seul parent qui s'est jamais vraiment montré pour moi, s'est effondré dans son bureau alors qu'il révisait les plans d'un nouveau lotissement. À 52 ans, il a disparu en un instant. Les ambulanciers ont affirmé que ce fut rapide, qu'il n'avait pas souffert, comme si cela était censé me réconforter. Alors que je me tenais dans ce couloir d'hôpital stérile, fixant le visage compatissant du médecin. Le réconfort était introuvable. Seulement un vide creux et la terrifiante réalité d'affronter un monde sans la seule personne qui ne m'avait jamais déçu. J'ai fait ce que je fais toujours quand la vie frappe fort. Je m'en suis occupé. J'ai organisé les arrangements funéraires, sélectionné des fleurs qui capturaient l'esprit de papa, coordonné avec le pasteur Collins de l'église que papa soutenait généreusement, mais fréquentait sporadiquement. L'argent n'était pas un problème. L'entreprise de construction de papa était passée d'une petite exploitation à l'une des entreprises les plus respectées de la ville. Je pouvais me permettre de l'honorer comme il se doit. La cérémonie était magnifique de cette manière déchirante que peuvent être parfois les funérailles. L'église débordait de gens dont la vie avait été touchée par papa, de partenaires commerciaux qui louaient son intégrité, de copains de golf qui se souvenaient de ses terribles blagues, d'ouvriers de la construction dont les familles il avait aidé à traverser des moments difficiles. Ils partageaient tous des histoires que j'avais entendues 100 fois auparavant, peignant le portrait d'un homme qui donnait plus qu'il ne prenait, qui bâtissait des choses qui duraient. Je me tenais là dans ma robe noire, acceptant les condoléances et essayant de me tenir droite quand le pasteur Collins a parlé de la générosité de papa et de son amour pour sa famille. La plus grande réussite d'Harold, a-t-il dit, ce n'était pas les maisons qu'il avait construites ou l'entreprise qu'il avait créée. C'était d'avoir élevé sa fille pour qu'elle devienne une femme forte et pleine de caractère. C'est là que j'ai craqué. Pas à cause de ce qu'il avait dit, mais à cause de ce qu'il n'avait pas dit. Il n'y avait aucune mention de ma mère car il n'y avait rien à mentionner. Pendant 20 ans, il n'y avait eu que papa et moi contre le monde. Après la mort de grand-mère il y a 2 ans, j'étais littéralement la seule famille qui lui restait. Puis est venu ce moment au bord de la tombe. Cette voix, ce nom, Cassidy. Je l'ai regardée, cette étrangère qui partageait mon sang. Elle avait vieilli, évidemment. Ses cheveux étaient plus courts et plus foncés, probablement pour cacher les gris. Elle avait pris du poids, et il y avait des rides autour de ses yeux qui n'y étaient pas quand j'avais 7 ans. Mais c'était bien elle, Stephanie Holloway, la femme qui m'avait abandonné. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Les mots sont sortis plus froids que la glace. J'ai entendu parler de Harold par des proches, a-t-elle dit. Et l'homme à côté d'elle, grand, chauve, portant ce costume bon marché, a posé sa main sur son épaule comme pour la soutenir dans son deuil. Ça devait être lui. Le collègue avec qui elle avait une liaison, l'homme qu'elle avait choisi au lieu de son mari et de son enfant. Les 3 enfants se tenaient derrière eux, l'air mal à l'aise, se demandant probablement pourquoi leur mère les avait traînés à l'enterrement d'un étranger. « Je n'arrive pas à croire que tu ne m'as pas invité, » a-t-elle poursuivi. Et j'ai réellement ri. Juste là, sur la tombe de mon père. M'inviter aux funérailles de l'homme que tu as abandonné? De l'homme dont tu as laissé la fille seule pendant 2 jours quand elle avait 7 ans. Les souvenirs se sont bousculés en moi avec une clarté brutale. J'avais 7 ans quand c'est arrivé. Papa était parti en voyage d'affaires dans le nord de l'État pour examiner des propriétés pour un développement potentiel. Il était censé partir 2 jours, 3 au maximum. Maman a attendu exactement 30 minutes après que sa voiture soit sortie de l'allée. Puis elle a commencé à faire ses valises. Je me souviens l'avoir suivie partout dans la maison, confuse et effrayée.
Où vas-tu, maman? Maman doit partir un moment, a-t-elle dit, sans même me regarder pendant qu'elle fourrait des vêtements dans 2 valises. Reste ici. Papa sera bientôt de retour. Mais elle n'a pas attendu papa. Elle a écrit une note. Je n'ai jamais vu ce qu'elle disait. Elle l'a laissée sur la table de la cuisine et est sortie de la porte. J'ai regardé par la fenêtre du salon pendant qu'elle chargeait ses valises dans sa voiture et qu'elle partait sans regarder en arrière. Pendant 2 jours, j'étais seul dans cette maison. 2 jours. J'ai mangé des céréales à tous les repas parce que je ne savais cuisiner rien d'autre. J'ai regardé des dessins animés et attendu que quelqu'un, n'importe qui, rentre à la maison. Je continuais de penser que maman réaliserait qu'elle avait oublié quelque chose et reviendrait, mais elle ne l'a pas fait. Quand papa est finalement rentré et m'a trouvé assise sur le canapé avec les mêmes vêtements que je portais depuis 2 jours. Le regard sur son visage quand il a lu cette note. Je ne l'avais jamais vu aussi brisé. Il l'a froissée et l'a jetée à la poubelle. Ta mère, c'est fini, a-t-il dit, plus à lui-même qu'à moi. Tout s'est passé vite après ça. Papa a appelé son avocat. Les papiers du divorce ont été déposés. Maman était censée se présenter au tribunal pour l'audience de garde, mais elle n'est jamais venue. Le juge a accordé à papa la garde exclusive et a mis fin à ses droits parentaux. Comme ça, elle était légalement hors de nos vies. Papa m'a dit plus tard que maman avait planifié sa fuite pendant des mois, coordonnant avec son amant, attendant le moment parfait où papa serait absent et je serais impuissante. Ce moment est arrivé et elle en a profité sans une seconde pensée pour la fille de 7 ans qu'elle abandonnait. Maintenant, la voilà 20 ans plus tard, debout devant la tombe de papa avec sa famille de remplacement. Cassidy, voici tes frères et sœurs, a-t-elle dit en désignant les enfants. Voici Dylan. Il a 16 ans. Ella a 13 ans. Et le petit Eden a 10 ans. Je les ai regardés. Ils m'ont regardé avec des yeux curieux, ne sachant probablement pas qui j'étais ni pourquoi leur mère les avait amenés à l'enterrement d'un étranger. Je m'en fiche, ai-je dit, et je le pensais. Je me suis détourné et j'ai marché vers ma voiture, l'entendant m'appeler derrière moi. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Elle avait fait son choix il y a 20 ans. Maintenant, elle devrait vivre avec. Le trajet du retour a été un tourbillon de souvenirs. Après le départ de maman, papa et moi avons dû tout régler ensemble. C'était difficile au début. Il était dévasté, travaillant constamment pour éviter de penser à ce qu'elle avait fait. J'ai passé la plupart de mon temps avec grand-mère Montgomery, la mère de papa, qui avait emménagé pour m'aider à m'élever. Mais papa a canalisé toute cette colère et cette douleur dans son travail. Son entreprise a décollé. Toute cette émotion qu'il ne pouvait pas traiter. Il l'a versée dans la construction de quelque chose de plus grand et de meilleur. Nous avons déménagé dans une belle maison dans le meilleur quartier de la ville. Il ne s'est jamais remarié, n'a jamais même eu une petite amie sérieuse, bien que de nombreuses femmes aient essayé. Il disait toujours que j'étais assez de famille pour lui. Il m'a payé mes études, administration des affaires, et m'a acheté mon propre appartement quand j'ai obtenu mon diplôme. J'ai trouvé un bon emploi dans une société de marketing, mais honnêtement, je n'avais pas besoin de travailler. Quand grand-mère est décédée il y a 2 ans, elle m'a laissé $200 000 dans sa maison. J'ai vendu la maison et investi tout intelligemment. Je pouvais vivre confortablement des rendements si je le voulais, mais j'aimais avoir un but. Et maintenant, papa était parti, et j'étais seul. Enfin, pas complètement seul. Il m'avait tout laissé. J'avais trouvé son testament dans son tiroir le lendemain des funérailles. C'était simple et clair. Tout à ma fille, Cassidy Montgomery. L'entreprise, la maison, ses voitures, tous ses investissements, tout. Je suppose que la nouvelle de ce testament s'est répandue, car 3 jours plus tard, ma sonnette a retenti. C'était elle, ma mère, debout seule cette fois. Pas de mari, pas d'enfant. Elle portait un jean et un pull, l'air nerveuse mais déterminée. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Qu'est-ce que tu veux? Puis-je entrer? Juste me donner quelques minutes pour parler. Contre tous mes instincts, j'ai fait un pas de côté et l'ai laissée entrer dans mon salon. Elle a regardé autour d'elle, observant les meubles coûteux, la vue sur la ville à travers les fenêtres du sol au plafond, les œuvres d'art originales sur les murs. C'est un bel endroit, a-t-elle dit. Comment as-tu trouvé mon adresse?
J'ai demandé autour de moi. Certains proches de ton père me l'ont donné. Super. Donc maintenant elle me traque par des liens familiaux que je connaissais à peine. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé à nouveau. Elle s'est assise sur mon canapé sans y être invitée. Cassidy, je sais que tu as hérité d'une somme d'argent importante de ton père et aussi de ta grand-mère. Mon estomac a fait un bond. Comment diable savait-elle pour l'argent de grand-mère? Quel est ton propos? Mon propos est que tu es très riche maintenant et je pense que tu devrais partager une partie de cette richesse avec ta famille. Je l'ai regardé. Ma famille? Oui. Avec moi et tes frères et sœurs. Ces 3 enfants que tu as rencontrés aux funérailles. Ce sont tes demi-frères et sœurs, Cassidy. Ils ont besoin d'aide pour l'école, pour les fonds universitaires, pour les dépenses de la vie courante. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu es sérieuse là? Complètement sérieuse. Tu es célibataire. Tu n'as pas tes propres enfants à t'inquiéter. Tu as plus d'argent que tu ne pourras jamais en dépenser. Pendant ce temps, je me bats pour élever 3 enfants avec le salaire de mon mari. Je me suis assise en face d'elle, essayant de comprendre l'audace pure de ce que j'entendais. Laisse-moi comprendre. Tu m'as abandonné quand j'avais 7 ans. Tu m'as laissé seul dans une maison vide pendant 2 jours. Tu n'as jamais appelé, jamais écrit, jamais envoyé de carte d'anniversaire, jamais demandé comment j'allais pendant 20 ans. Et maintenant tu veux que je te donne de l'argent. Elle a eu la décence de paraître honteuse pendant environ 2 secondes. Puis elle s'est redressée et s'est défendue. J'étais jeune, Cassidy. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais aimé ton père. Je ne pouvais plus vivre avec lui. Je savais qu'il prendrait soin de toi. Tu étais toujours sa petite princesse. Tu m'as quitté parce que tu voulais te sauver avec ton petit ami et que tu ne voulais pas être dérangé par un enfant. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'as-tu pas combattu pour la garde? Pourquoi ne t'es-tu même pas présenté au tribunal? Elle n'avait pas de réponse à cela. Et maintenant, ai-je continué, maintenant que papa est mort et que tu as découvert que j'ai hérité de son argent, soudainement tu te souviens que tu as une fille. Soudainement, tu veux une relation. Mais vraiment, ce que tu veux, c'est la moitié de tout. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle dit. Mais sa voix n'était pas convaincante. Au diable si ce n'est pas ça. Tu n'aimais pas papa, mais tu aimes certainement son argent maintenant. Elle a tenté une approche différente. Cassidy, ces enfants sont innocents dans tout ça. Ils n'ont rien fait de mal. Dylan veut aller à l'université, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. Ella a besoin d'appareils dentaires. Le petit Eden a des difficultés d'apprentissage et a besoin de cours particuliers. Ce sont tes frères et sœurs. Non, ils ne le sont pas. Ce sont tes enfants avec l'homme pour lequel tu nous as quittés. Ils ne sont rien pour moi. Comment peux-tu être si froide? Froide? Tu veux parler de froideur? Tu as laissé un enfant de 7 ans seul dans une maison pendant 2 jours. Tu n'as jamais contacté cet enfant pendant 20 ans et maintenant tu te présentes en exigeant de l'argent. C'est ça, la froideur. Elle s'est levée, frustrée. Tu as des millions de dollars, Cassidy. Plus que ce qu'une personne peut dépenser. Je demande de l'aide pour l'éducation de mes enfants et leurs besoins fondamentaux. Alors demande à leur père. Demande à ton mari. Ne demande pas à la fille que tu as jetée. Ton père t'a retourné contre moi. Mon père n'a jamais dit un mot méchant sur toi à mon sujet. Il n'a pas eu besoin de le faire. Tes actions parlaient d'elles-mêmes. Elle devenait désespérée maintenant. Je le voyais dans ses yeux. Cassidy, s'il te plaît. Je t'en supplie. Réfléchis Y. Ces enfants ont des difficultés et tu pourrais les aider avec une poignée de monnaie par rapport à ce que tu as. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Tu continues de parler de la mère attentionnée que tu es maintenant. De ton inquiétude pour l'avenir de tes enfants, mais il y a 20 ans, tu te souciais si peu de ta fille que tu l'as laissée seule et terrifiée pendant 2 jours. J'étais jeune. J'ai fait des erreurs. J'ai ouvert la porte. Je veux que tu partes. Cassidy, s'il te plaît, pars maintenant.
Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Ce n'est pas fini. Ces enfants méritent mieux. Oui, ils le méritent. Ils méritent une mère qui n'abandonne pas ses enfants quand les choses deviennent difficiles. Après son départ, je me suis servi un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé en tremblant. Je n'arrivais pas à croire l'audace de cette femme. 20 ans de rien, et maintenant elle voulait la moitié de tout ce que papa avait travaillé si dur pour obtenir. J'ai pensé à ces 3 enfants. Je me sentais mal pour eux. Ce n'était pas de leur faute. Leur mère était égoïste et leur père apparemment ne pouvait pas subvenir à leurs besoins correctement. Mais il n'était pas ma responsabilité. Je ne leur devais rien. Papa avait travaillé comme un fou pour construire la vie que nous avions. Après le départ de maman, il aurait pu s'effondrer. Au lieu de cela, il a canalisé toute cette douleur dans la construction de quelque chose de mieux pour nous. Il a gagné chaque dollar qu'il m'a laissé. Je n'allais pas la laisser me culpabiliser pour le lui donner. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats que je n'avais jamais entendu parler. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était une poursuite en justice. Ma mère me poursuivait pour la moitié de la succession de papa. J'ai appelé mon avocat immédiatement. Malcolm Whitford avait géré le testament de papa et certains contrats commerciaux au fil des ans. Papa lui faisait confiance, alors moi aussi. Cassidy, je suis désolé d'apprendre ça, a dit Malcolm quand je lui ai montré les papiers. Mais ne t'inquiète pas trop. Ta mère n'a aucun motif légal pour réclamer une partie de la succession de ton père. Mais elle essaie réellement de me poursuivre. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'elle gagnera. N'importe qui peut déposer une plainte. Gagner est une autre histoire. Nous allons nous battre. La poursuite prétendait que maman méritait la moitié de la succession de papa parce qu'elle avait été mariée à lui et m'avait aidé à m'élever pendant 7 ans. Ses avocats soutenaient qu'elle avait contribué à la famille et méritait une compensation. C'était complet, mais nous devions quand même passer par tout le processus juridique. Le procès a commencé 3 mois plus tard. J'étais morte de trac en entrant dans cette salle. Maman était assise à l'autre table avec son avocat, un homme mince dans un costume cher qui avait l'air de se croire supérieur. Elle avait le culot d'amener son mari et les 3 enfants. Ils étaient assis au premier rang comme s'ils étaient les victimes ici. Les enfants continuaient de me regarder avec ses yeux tristes comme si j'étais la méchante qui les privait de leur juste héritage. L'avocat de maman a parlé en premier. Votre honneur, ma cliente a été mariée au défunt pendant 8 ans. Pendant ce temps, elle a aidé à élever sa fille et à contribuer au foyer. Elle mérite sa juste part des biens conjugaux. Puis il a commencé à parler de la façon dont maman avait essayé de maintenir une relation avec moi après le divorce, mais papa l'en avait empêché. C'est là que j'ai failli craquer. Elle a 3 enfants qui ont besoin de soutien financier pour l'éducation et les besoins fondamentaux, a poursuivi l'avocat. Pendant ce temps, la défendresse a hérité de millions de dollars qu'elle ne pourra jamais dépenser de son vivant. Quand ce fut le tour de Malcolm, il a exposé les faits réels. Il avait des copies des papiers du divorce, des documents de garde, tout. Votre honneur, la plaignante a abandonné sa fille de 7 ans, la laissant seule dans une maison pendant 2 jours pendant que son père était en voyage d'affaires. Elle s'est enfuie avec son amant et n'a plus jamais contacté sa fille. Elle n'a pas combattu pour la garde, n'a pas payé de pension alimentaire et n'a fait aucun effort pour faire partie de la vie de cet enfant pendant 20 ans. Malcolm a sorti des relevés bancaires, des dossiers téléphoniques, tout ce qui prouvait que maman n'avait jamais essayé de me contacter. La plaignante n'est apparue dans la vie de la défendresse qu'après avoir appris l'héritage. Il ne s'agit pas de relations familiales ou d'équité. Il s'agit d'argent, pur et simple. Puis le juge a commencé à poser des questions. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Madame Holloway, a dit le juge à ma mère, pourquoi n'avez-vous pas contacté votre fille lorsqu'elle a eu 18 ans et qu'elle n'était plus sous le contrôle de son père? Maman a bougé sur son siège. Je pensais qu'il était préférable de lui laisser une vie stable avec son père. Mais vous êtes ici maintenant, affirmant que vous vouliez une relation avec elle. Oui, votre honneur. J'ai toujours voulu faire partie de sa vie. Alors pourquoi avez-vous attendu après la mort de son père et son héritage de sa succession? L'avocat de maman a sauté. Objection, votre honneur. Le moment de la démarche de ma cliente ne nie pas ses droits légaux. J'autorise la question, a dit le juge. Maman avait l'air déconcertée.
J'ai entendu parler du décès par des proches et j'ai pensé que c'était le moment de renouer. Le juge n'était pas convaincu. Madame Holloway, pourquoi n'avez-vous apporté aucun soutien financier à votre fille au cours des 20 dernières années, mais maintenant vous pensez qu'elle devrait vous apporter un soutien financier? Maman ne pouvait pas répondre. Elle restait là, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Et pourquoi, a poursuivi le juge, la Cour devrait-elle vous accorder la moitié d'une succession qui a été entièrement construite après que vous ayez abandonné votre famille? C'est là que maman a craqué. Elle s'est levée et a commencé à crier. Elle n'a pas besoin de tout cet argent. Elle est seule. Personne ne se soucie d'elle de toute façon. Elle est égoïste et froide, tout comme son père. Toute la salle d'audience s'est tue. Même ses propres enfants avaient l'air embarrassés. Après tout ce qu'elle avait fait, elle m'appelait égoïste et froide. Elle disait que personne ne se souciait de moi. Le juge a frappé sa marteau. Madame Holloway, asseyez-vous et contrôlez-vous. Son avocat essayait de la calmer, mais le mal était fait. Le juge a regardé toutes les preuves, a regardé maman, puis m'a regardé. Je ne trouve aucun fondement légal pour la demande de la plaignante, a-t-il dit. Il a précisé que la défenderesse avait hérité de cette succession par un testament valide de son père, qui avait le plein droit légal de disposer de ses biens comme il le jugeait bon. La plaignante a abandonné ses responsabilités parentales il y a 20 ans et n'a fait aucun effort pour faire partie de la vie de sa fille jusqu'à ce qu'elle apprenne cet héritage. Il a marqué une pause et a regardé directement ma mère. De plus, je pense que la défenderesse a de la chance qu'une telle mère l'ait abandonnée, car elle méritait clairement une vie meilleure que celle que la plaignante aurait pu lui offrir. Le visage de maman est devenu blanc. Son avocat a essayé d'objecter, mais le juge l'a arrêté. Affaire classée. Le tribunal accorde tous les frais à la défenderesse. Alors que nous quittions la salle d'audience, maman a poussé son avocat et s'est mise juste devant moi. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Tu vas le regretter. Madame, vous devez vous éloigner de ma cliente, a dit fermement Malcolm. Son mari est finalement venu et l'a tirée, mais elle continuait de me fixer avec une haine pure dans les yeux. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. Une semaine plus tard, elle a trouvé mon numéro de téléphone d'une manière ou d'une autre et a commencé à m'appeler. Puis elle a commencé à envoyer des SMS. Les messages étaient fous, parlant de combien j'étais maléfique, de combien j'avais volé l'avenir de ses enfants, de combien Dieu me punirait. J'ai bloqué son numéro, mais elle a eu de nouveaux téléphones et a continué d'appeler depuis différents numéros. Puis un jour, elle s'est présentée à mon bureau. L'entreprise de construction de papa avait un bel immeuble au centre-ville, et elle est entrée directement dans le hall avec les 3 enfants. « Je veux voir Cassidy », a-t-elle crié à la réceptionniste. C'est ma fille, et elle a abandonné sa famille. La pauvre réceptionniste ne savait pas quoi faire. J'ai entendu le vacarme et je suis sorti pour voir ce qui se passait. Tu dois partir, lui ai-je dit. Ces enfants ont faim, a-t-elle crié. Tu as des millions et il manque de nourriture à cause de ton égoïsme. Les enfants avaient l'air mortifiés. D'autres employés regardaient. C'était une scène complète. La sécurité est venue et l'a escorté dehors, mais le mal était fait. Mes employés posaient des questions et tout cela était incroyablement embarrassant. C'est à ce moment-là que j'ai rappelé Malcolm. Nous avons besoin d'une ordonnance restrictive. J'espérais que ça n'en arriverait pas là, mais je pense que tu as raison. Malcolm a déposé la demande d'ordonnance restrictive le lendemain. Nous avons dû retourner au tribunal, mais cette fois, c'était un juge différent, une femme dans la cinquantaine qui avait l'air d'en avoir tout vu. Votre honneur, a dit Malcolm, ma cliente est harcelée et traquée par sa mère biologique qui a proféré des menaces et perturbé son lieu de travail. Il a présenté toutes les preuves, les SMS fous, les relevés téléphoniques montrant des dizaines d'appels provenant de numéros différents, des témoignages du personnel de mon bureau sur la scène que maman avait créée. L'avocat de maman a essayé de soutenir qu'elle voulait juste une relation avec sa fille, mais le juge n'a pas accepté. Madame Holloway, vous avez perdu votre procès contre votre fille. Cela aurait dû être la fin. Au lieu de cela, vous avez choisi de la harceler et de l'intimider. C'est ma fille, a crié maman. J'ai le droit de lui parler. Vous avez renoncé à ce droit il y a 20 ans lorsque vous l'avez abandonnée, a dit froidement le juge, et vous n'avez certainement pas le droit de la traquer et de la menacer. Le juge a accordé l'ordonnance restrictive.
Maman devait rester à au moins 500 mètres de moi, de ma maison et de mon bureau. Elle ne pouvait pas m'appeler, m'envoyer de SMS ou me contacter par des tiers. Si vous violez cette ordonnance, Madame Holloway, vous serez arrêtée et inculpée d'outrage au tribunal. Comprenez-vous? Maman m'a juste fusillé du regard de l'autre côté de la salle d'audience. Son mari avait l'air embarrassé et les enfants avaient l'air confus et contrariés. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. C'était il y a 6 mois. Je n'ai plus eu de nouvelles de maman depuis. Je ne sais pas si elle vit toujours au même endroit, si les enfants vont bien. Honnêtement, je ne veux pas le savoir. Les gens me demandent parfois si je me sens mal de ne pas aider ces enfants. Ils sont innocents. Les gens disent qu'ils n'ont pas choisi d'avoir une mère comme ça. Et ils ont raison. Ces enfants n'ont rien fait de mal. Mais moi non plus. Je n'ai pas demandé à être abandonné à 7 ans. Je n'ai pas demandé à ma mère de disparaître de ma vie pendant 20 ans pour ensuite se présenter en exigeant de l'argent. Papa a travaillé comme un fou pour construire la vie que nous avions. Il aurait pu s'effondrer après le départ de maman, mais au lieu de cela, il a canalisé toute cette douleur pour créer quelque chose de mieux. Chaque dollar qu'il m'a laissé, il l'a gagné par sa propre sueur et son sacrifice. Je ne vais pas le donner à une femme qui m'a jeté comme des ordures. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si maman m'avait approché différemment. Si elle était venue à l'enterrement de papa et avait dit qu'elle était désolée. Si elle avait demandé à prendre un café et à parler du passé. Si elle avait reconnu ce qu'elle m'avait fait et avait essayé de réparer les choses. Mais elle n'a rien fait de tout cela. Elle a vu des signes de dollars et a décidé que je lui devais quelque chose. Elle se sentait entitled à l'argent de papa même si elle avait suffisamment détesté ce dernier pour abandonner son enfant. Je pense parfois à ses enfants, Dylan, Ella et Eden. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils obtiendront l'éducation dont ils ont besoin et qu'ils deviendront de meilleures personnes que leur mère. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité est d'honorer la mémoire de papa et de vivre la vie qu'il voulait que j'aie. Il m'a tout laissé parce qu'il m'aimait et me faisait confiance pour faire la bonne chose avec. J'ai gardé l'entreprise de construction en activité. Nicolas fait un excellent travail en tant que PDG et nous nous étendons même sur de nouveaux marchés. J'ai fait des investissements intelligents avec le reste de l'argent. Je voyage quand je veux pour soutenir des causes qui me tiennent à cœur et je vis confortablement sans être ostentatoire. Je fréquente quelqu'un maintenant. Il s'appelle Colin et c'est un professeur d'histoire. Il ne sait rien de tout cet argent et j'aime que ce soit ainsi. Il m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai hérité. Papa aurait aimé Colin. Il est honnête et gentil. Le genre d'homme qui construit des choses au lieu de les détruire. Je pense à papa tous les jours. Je visite sa tombe une fois par mois et je lui raconte ce qui se passe avec l'entreprise, avec Colin, avec ma vie. Je sais qu'il ne peut pas m'entendre, mais cela me fait me sentir connecté à lui. La maison est parfois vide. Elle est immense et était destinée à une famille. Peut-être qu'un jour Colin et moi la remplirons de nos propres enfants. Papa aurait adoré ça. Quant à maman, je ne pense plus beaucoup à elle. C'est une étrangère pour moi. Nous partageons de l'ADN, mais c'est tout. La vraie famille est faite de plus que des génétiques. La vraie famille se montre quand vous avez besoin d'elle. La vraie famille ne vous abandonne pas puis ne demande pas de paiement 20 ans plus tard. Papa était ma vraie famille. Grand-mère était ma vraie famille. Peut-être qu'un jour Colin le sera aussi. L'ordonnance restrictive est toujours dans mon tiroir au cas où, mais je ne pense pas que j'en aurai besoin. Je pense que maman a finalement compris le message qu'elle n'est pas mon plan de retraite. Je ne suis plus en colère. Je l'ai été pendant un certain temps, mais la colère est épuisante. Maintenant, je ne ressens plus rien quand je pense à elle. Elle est sans importance dans ma vie. J'ai l'entreprise de papa à diriger, une relation à entretenir, et un avenir à construire. C'est ce qui compte. Parfois, les gens me disent que je devrais lui pardonner, que garder rancune est mauvais pour la santé. Mais je ne garde pas rancune. Je me protège simplement de quelqu'un qui a prouvé qu'elle ne pouvait pas être digne de confiance. Il y a une différence entre pardonner et être stupide. Je lui ai pardonné il y a longtemps pour ma propre tranquillité d'esprit. Mais pardonner ne signifie pas que je dois la laisser revenir dans ma vie ou lui donner l'argent de mon père. La vérité,
c'est que certaines personnes ne vous aiment que quand vous avez quelque chose qu'elles veulent. Et certaines personnes qui s'appellent famille ne sont en réalité que des étrangers qui partagent votre sang. La vraie famille, celle qui compte, est composée de personnes qui choisissent de rester, qui se montrent quand c'est important, qui vous aiment non pas pour ce que vous pouvez leur donner, mais pour qui vous êtes. Merci de m'avoir écouté, et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre que le sang ne fait pas toujours la famille. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver la force lorsque ceux qui devraient nous aimer inconditionnellement ne reviennent que lorsqu'il y a quelque chose pour eux. Rappelez-vous, la vraie famille est construite sur la présence, pas sur l'absence avec des retours opportunistes.